Voici la traduction complète et naturelle en français, français de France, de votre texte, avec un style littéraire conservé. Sautez avec moi et je vous épouserai, dit le millionnaire. Le père célibataire hésita pour une seule raison. Avant de plonger dans l'histoire, remplissons la section commentaires de cœur de Noël venus des quatre coins du monde. Joyeux Noël à tous. Et la clé à molette glissa des doigts couverts d'huile de Marcus Webb et heurta le sol en béton de son garage avec un bruit métallique qui résonna dans l'espace vide comme un coup de feu. Il ne se baissa pas tout de suite pour la ramasser. Il resta là, sous la Honda Civic hissée sur le pont, les néons bourdonnant au-dessus de sa tête, et laissa la frustration le traverser comme il avait appris à le faire, vite et en silence, comme on avale du verre brisé. Il était 15h47 un jeudi de fin septembre, et le garage sentait l'huile moteur brûlée et la déception. Cette déception-là qui s'infiltre dans les os quand on a 28 ans et que les rêves qu'on portait jadis ont été rangés dans des cartons qu'on n'ouvrira plus jamais. Par la fenêtre crasseuse qui donnait sur la rue, Marcus voyait l'école primaire d'en face commencer à déverser son flot d'enfants. Dans 13 minutes, sa fille Riley franchirait le passage piéton en sautillant, son sac à dos violet rebondissant sur ses épaules, son sourire édenté fendant n'importe quelle obscurité que la journée lui avait infligée. Elle faisait toujours ça. Elle fendait l'obscurité sans même essayer. Et elle se pencha pour ramasser la clé. Son bas du dos protesta avec cette raideur familière, fruit de trop d'heures courbées sur des blocs moteurs et de trop peu d'heures passées à dormir sur un matelas de 20 ans d'âge. L'appartement au-dessus du garage était minuscule, 2 chambres, une cuisine où l'on pouvait à peine se retourner, une salle de bain dont le robinet coulait quoi qu'il fasse pour le réparer. Mais c'était à eux. Ça comptait. Les clochettes au-dessus de la porte du garage tintèrent. Marcus se redressa, s'attendant à voir Madame Chen venir récupérer sa Camry. À la place entra une femme vêtue de vêtements qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière avec cette apparence d'effort négligé qui nécessite en réalité un professionnel, et ses talons claquaient sur le béton taché avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais douté d'avoir sa place quelque part. Vous êtes ouvert ? Demanda-t-elle, bien qu'elle soit déjà entrée et ait déjà investi l'espace avec cette aisance qu'on acquiert quand les portes s'ouvrent avant même qu'on ait besoin de frapper. Marcus essuya ses mains sur un chiffon qui les salit davantage. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Elle jeta un regard autour du garage avec cette expression qu'il avait déjà vue, ce petit sursaut de surprise que des endroits comme celui-ci existent encore, que des gens travaillent encore de leurs mains, luttent encore avec des choses aussi triviales que garder les lumières allumées et payer le loyer. Ses yeux s'attardèrent sur le calendrier 2022 toujours accroché au mur, sur la cafetière fendée dans le coin, sur la pile de factures qu'il remettait sans cesse à classer. Ma voiture a fait un bruit bizarre sur l'autoroute, dit-elle. J'ai pensé qu'il valait mieux la faire vérifier avant de rentrer en ville. Quel genre de bruit ? Un grincement, peut-être ? Je ne sais pas. Les voitures ? Elle le dit sans s'excuser, comme les riches énoncent des faits sur eux-mêmes, comme si l'ignorance dans certains domaines était un privilège qu'ils avaient gagné. Marcus désigna la fosse d'un signe de tête. Rentrez là, je vais jeter un œil. Elle ressortit. Quelques instants plus tard, une Tesla Model S blanc perle glissa dans le garage dans un silence presque indécent. La voiture valait probablement plus que ce qu'il gagnerait en 3 ans, peut-être 4. Il essaya de ne pas y penser tandis qu'il s'approchait, essaya de ne pas laisser remonter cette amertume familière quand la distance entre son monde et celui des autres devenait trop flagrante. Et la femme descendit de voiture et il la surprit à l'observer. Vraiment l'observer, pas juste le traverser du regard comme la plupart des gens. Ses yeux étaient verts, perçants d'intelligence et d'autre chose. L'ennui, peut-être. L'ennui de celle qui a tout et trouve que tout est vide. Ça prendra combien de temps ? Demanda-t-elle. Ça dépend de ce qu'il y a. Donnez-moi 20 minutes pour diagnostiquer. Elle consulta son téléphone, puis sembla prendre une décision. Je peux attendre ? Il y a un café à 2 rues. Je vais attendre ici. Elle s'installa sur la vieille chaise en sky près du bureau, croisa les jambes, parfaitement déplacée et pourtant parfaitement à l'aise avec sa. Marcus se glissa derrière le volant, démarra la Tesla et écouta. Le grincement était subtil, mais bien là. Probablement un problème d'étrier ou de disque. Et elle rentra la voiture dans la fosse et commença à la lever, hyper conscient qu'elle l'observait travailler. Vous faites ça tout seul ? Demanda-t-elle après quelques minutes de silence. Ouais. Pas d'employé. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Mais vous êtes propriétaire du bâtiment, mon père l'était. Je l'ai hérité. Avec les dettes, l'affaire qui périclite et le poids des attentes que je n'ai jamais vraiment réussi à porter. Il ne dit pas cette dernière partie. Elle se leva et s'approcha, apparemment fascinée par le spectacle banal d'un homme qui fait son métier. Comment vous vous appelez ? Marcus. Moi c'est Vanessa. Elle le dit comme s'il aurait dû la reconnaître,
puis parut presque contente qu'il ne la connaisse pas. Vanessa Hartwell. Il lui jeta un bref regard avant de reporter son attention sur le système de freinage. Le nom lui disait vaguement quelque chose. Un magazine chez le dentiste, peut-être. Une jeune entrepreneuse, de l'argent dans la tech ou hérité. Les détails se mélangeaient quand on passait le plus clair de son temps à se demander comment payer l'électricité. Étrier grippé, dit-il en montrant du doigt. Voyez ? Ça ne se relâche pas correctement. C'est ça votre bruit de grincement. Je peux réparer aujourd'hui, mais il faut commander la pièce. Je l'aurai demain après-midi. Combien ? Il fit le calcul dans sa tête, en ajoutant sa marge habituelle qui n'était jamais suffisante pour faire vraiment de bénéfices. Pièce et main-d'œuvre, dans les 350 €. Elle ne broncha pas. D'accord. Il vous faudra un moyen de rentrer là où vous logez. Je vais prendre un Uber. Elle sortit déjà son téléphone, puis s'arrêta et le regarda de nouveau avec cette expression acérée et ennuyée. En fait, je peux vous poser une question ? Marcus recula d'un pas, méfiant. Allez-y. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose de vraiment terrifiant ? Quelque chose qui vous a fait si peur que vous aviez du mal à respirer ? La question le frappa comme un coup de poing dans le plexus. Pendant un instant, il fut 7 ans en arrière, debout sur le tarmac, regardant le ciel, regardant le parachute qui ne s'ouvrait pas, regardant sa femme tomber, tandis qu'il hurlait son nom dans un vent qui ne lui renvoyait que son propre impuissance. Et elle força son visage à rester neutre. Pourquoi ? Simple curiosité. Vous avez l'air de quelqu'un qui a affronté des choses. Des vraies choses. Pas les défis dont parlent les gens de mon monde. Je ne sais pas de quel monde vous venez. Celui où tout est facile et où rien n'a d'importance. Elle le dit avec un dégoût si désinvolte qu'il en eut presque pitié. Presque. Celui où les hommes vous promettent la lune et vous servent l'ennui. Où tout le monde veut quelque chose de vous, mais personne ne vous voit vraiment. Marcus prit un chiffon propre et commença à essuyer des outils déjà nettoyés. Ça doit être dur. Vous pensez que je fais du drame. Je pense que chacun a ses problèmes. C'est une façon diplomatique de dire que je suis une gosse de riche pourri gâtée. Elle sourit et cela transforma son visage, la rendant plus jeune, plus vraie. Vous avez sûrement raison. Mais voilà le truc, Marcus. Je m'ennuie à hurler. Et ces derniers temps, je me suis demandé ce qui rend quelqu'un vraiment intéressant. Vous savez ce que j'ai conclu ? Il ne répondit pas, mais elle continua quand même. La peur. La vraie peur. Celle qui vous montre qui vous êtes vraiment quand tout le reste est arraché. Elle s'approcha encore, il sentit son parfum, quelque chose de cher et discret. Alors voilà ma question, si je vous mettais au défi de faire la chose la plus terrifiante que vous puissiez imaginer, est-ce que vous le feriez ? Sa mâchoire se crispa. Madame, je ne vous connais même pas, Vanessa. Je ne vous connais pas et je ne suis pas intéressé par le petit jeu tordu que vous êtes en train de jouer. Ce n'est pas un jeu. C'est un pari. Ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse, comme si sous tout ce vernis elle n'était pas tout à fait stable. Je vais faire du parachutisme samedi. Il y a un centre à 2 heures au nord d'ici. Si vous sautez avec moi, si vous le faites vraiment, je vous épouserai. Marcus la dévisagea. Vous êtes folle. Probablement. Mais je suis aussi sérieuse. Elle sortit son portefeuille, en tira une carte noire. Voilà un acompte pour la réparation. Réfléchissez à ma proposition. Si ça vous intéresse, retrouvez-moi samedi à 9 h à Skyig Adventures, comté de Duchesse. Sinon, pas de souci. Vous réparez ma voiture, je repars. On ne se revoit jamais. Elle lui tendit la carte, leurs doigts se frôlèrent. Sa peau était douce, une douceur de crème hors de prix et d'une vie sans surface rugueuse. C'est de la folie, dit-il doucement. Peut-être. Ou peut-être que c'est la première chose vraie que l'un ou l'autre ait faite depuis des années. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Vous avez des yeux gentils, Marcus. Triste, mais gentil. Je parie que vous avez une histoire qui me briserait le cœur si je la connaissais. Puis elle disparut. Les clochettes retentirent, le laissant planté là avec une carte noire dans la main et le bruit d'un avion qui passait haut dans le ciel, ses moteurs faisant gronder sa poitrine comme à chaque fois. Riley arriverait dans cette minute. Il devait se ressaisir. Chasser tout ça. Se concentrer sur le monde réel, celui où il avait une fille à nourrir, une entreprise à maintenir à flot,
et absolument aucune place pour une riche inconnue et ses propositions délirantes. Mais en traitant la carte de Vanessa Hartwell et en sortant la facture, il se rendit compte que ses mains tremblaient. Parce qu'elle avait su, n'est-ce pas? Elle l'avait regardé et avait vu exactement ce qu'il essayait de cacher depuis 7 ans. Qu'il avait peur. Qu'il avait si peur depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que ça faisait d'être autre chose. Et la cloche de l'école retentit de l'autre côté de la rue. Marcus rangea la carte, plaça la facture et alla attendre sa fille à l'entrée du garage. Riley apparut quelques instants plus tard, son sac violet rebondissant, son sourire éclatant alors qu'elle courait vers lui avec la certitude absolue qu'il serait là pour l'accueillir. Papa. Elle se jeta dans ses jambes, il la souleva, respira l'odeur de son shampoing à la fraise et cette odeur d'école primaire faite de crayons de couleur et de pizza de cantine. Salut, ma puce. Bonne journée, on a appris plein de choses sur les papillons. Tu savais qu'ils goûtent avec leurs pattes? Je ne savais pas, non. C'est trop cool. Oh, et Tommy a dit que son papa l'emmène à la foire ce week-end. On peut y aller? Marcus pensa aux 23 € qui restaient sur son compte, aux factures à payer la semaine prochaine, aux plaquettes de frein qu'il devait commander pour la Tesla et qui allait manger toute marge bénéficiaire. Peut-être le week-end prochain. D'accord. Son visage s'assombrit à peine, mais elle se reprit vite, comme toujours. D'accord. On peut faire des spaghettis ce soir, absolument. Il la porta jusqu'à l'appartement, mit l'eau à chauffer, essaya de ne pas penser à Vanessa Hartwell, à son offre impossible, à la façon dont son cœur s'était emballé dès qu'elle avait prononcé le mot « parachutisme », essaya de ne pas penser à Sarah, à la façon dont elle l'avait embrassé ce matin-là 7 ans plus tôt, surexcitée pour son premier saut en solo. Elle avait promis d'être prudente. Elle avait promis de revenir. Elle n'était pas revenue. Le parachute ne s'était pas ouvert. Et il l'avait regardé mourir d'une distance qui l'avait fait se sentir comme l'homme le plus inutile du monde. Riley jacassait sur les papillons et le nouveau chiot d'Emma. Marcus prépara les spaghettis, l'aida à faire ses devoirs, lui lut 3 histoires. Et pendant tout ce temps, son esprit revenait sans cesse au garage, à ses yeux verts qu'il observait, au défi suspendu dans l'air comme une fumée. Quand Riley fut endormi, il s'assit à la table de la cuisine avec une bière qu'il n'avait pas vraiment les moyens de s'offrir, sortit son téléphone. Une simple recherche lui confirma ce qu'il soupçonnait. Vanessa Hartwell, 30 ans, héritière d'un empire pharmaceutique, célibataire, photographiée à des galas de charité et des vernissages, citée dans les magazines économiques sur la disruption, l'innovation, l'avenir de la santé. Le genre de femme qui vivait dans un univers totalement différent du sien. Le genre de femme qui, pour des raisons qu'il ne comprenait pas, était entrée dans son garage en train de couler et lui avait proposé l'impossible. Il pensa à ce que 350 € pour un changement de frein pouvait acheter, 3 semaines de course, le manteau d'hiver dont Riley avait désespérément besoin, un versement sur les impôts locaux déjà en retard. Puis il pensa à ce que Vanessa offrait. Un mariage avec quelqu'un dont l'argent pouvait tout changer. C'était insensé. Totalement insensé. Elle plaisantait sûrement, elle s'ennuyait et était cruelle, le genre de personne qui lance des paris fous et rit ensuite quand les gens désespérés y croient. Mais, et si elle était sérieuse, et si, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec lui et tout à voir avec le vide qu'elle fuyait, elle pensait vraiment ce qu'elle disait? Marcus but une longue gorgée de bière et regarda la photo de Sarah sur le frigo, celle de leur mariage. Ils étaient si jeunes, si certains que l'amour suffirait. Elle avait 21 ans. Lui 22. Ils avaient eu exactement 4 ans ensemble avant que le ciel ne la lui prenne. Et elle ne pouvait pas. Il ne pouvait pas affronter cette terreur une nouvelle fois. Ne pouvait pas monter dans un avion et se forcer à sauter dans le même vide qui avait avalé Sarah. Mais ensuite il pensa à Riley qui demandait la foire, à la façon dont son visage s'était décomposé quand il avait dit, peut-être le week-end prochain, à tous les petits, peut-être, qu'il lui avait servi parce qu'il faisait à peine du surplace dans un monde qui exigeait toujours plus que ce qu'il avait à donner. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à le faire. Marcus? C'est Vanessa. J'ai oublié de vous donner mon numéro tout à l'heure. Je voulais juste être sûr que vous l'ayez, au cas où vous deviez me joindre pour la voiture, ou pour autre chose. Il aurait dû raccrocher. Lui dire qu'il n'était pas intéressé. Se protéger, lui et sa fille, de tout le chaos que cette femme représentait. A eu lieu de ça, il s'entendit dire, « Pourquoi épouseriez-vous quelqu'un que vous ne connaissez pas ?» Elle resta silencieuse un instant. Peut-être parce que toutes les personnes que je connais me semblent être des étrangers. Peut-être parce que j'en ai assez des choix sur qui ressemble à une mort lente. Peut-être parce que quand je vous ai regardé aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui a survécu à des choses. Et je me suis dit, et si?
Et si quoi? Et si on faisait tous les deux un saut? Et si on affrontait tous les deux la chose qui nous terrifie le plus? Et si quelque chose de vrai en sortait? Vous ne savez pas ce que vous me demandez, point, alors expliquez-moi. Aidez-moi à comprendre. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas dire les mots. Ne pouvait pas ouvrir la boîte où il avait enfermé la mort de Sarah, sa culpabilité, sa peur paralysante d'Eo. Après qu'elle eut raccroché, Marcus resta longtemps dans la cuisine sombre, écoutant la respiration régulière de Riley depuis la chambre, à penser au courage, à la lâcheté, et à toutes les façons dont on peut être prisonnier de son propre passé. Quand il finit par aller se coucher, il rêva qu'il tombait. Mais cette fois c'était lui dans le ciel, et il n'y avait pas de sol qui montait à sa rencontre. Juste un espace bleu infini et le bruit de son propre cœur qui noyait tout le reste. Marcus ne dormit pas. Il resta allongé à regarder tourner le ventilateur de plafond, à compter les 3 mêmes taches d'humidité qu'il devait réparer depuis 2 ans, en essayant de se convaincre qu'au matin il aurait oublié Vanessa Hartwell et sa proposition absurde. Que tout cela ressemblerait à un mauvais rêve fiévreux. Mais quand le vendredi matin arriva avec sa lumière grise filtrant à travers les rideaux fins, la première chose à laquelle il pensa fut de sauter d'un avion. Et la deuxième fut l'enterrement de Sarah. Les deux s'étaient tellement emmêlés dans son esprit au fil des années qu'il ne pouvait plus les séparer. Le ciel égalait la mort, la hauteur égalait la perte, et la chute était la pire chose qu'un corps humain puisse faire. Et elle prépara Riley pour l'école en pilotage automatique, flocons d'avoine avec cassonade et rondelles de banane, vérification que les devoirs étaient dans le sac, signature de l'autorisation pour la sortie au musée des sciences, sortie qu'il ne pourrait probablement pas accompagner parce qu'il devrait fermer le garage toute la journée. Ça va, papa? Demanda Riley en l'observant de ses grands yeux sombres qui voyaient trop de choses. Elle avait hérité de ses yeux à lui, mais de l'intuition de Sarah, cette capacité étrange à sentir quand quelque chose n'allait pas, même quand personne ne disait rien. Juste fatigué, ma puce. T'es toujours fatigué, dit-elle comme un constat, pas comme un reproche. Ça rendait les choses encore pires. Après l'avoir déposé à l'école, Marcus ouvrit le garage et tenta de se concentrer sur le travail du jour. Il avait la Tesla à finir, le changement d'huile de Madame Chen, et la boîte de vitesse du pick-up Ford qui traînait dans la fosse depuis 3 jours. Du travail normal, celui qui garde les mains occupées et l'esprit heureusement vide. Mais la voiture de Vanessa était là, comme une accusation. Impeccable, hors de prix, totalement déplacée parmi ses Honda vieillissantes et ses pick-up cabossés. Et elle avait commandé les pièces de frein la veille, elle devait arriver pour 14 heures. Ce qui voulait dire qu'il allait devoir l'appeler. Entendre à nouveau sa voix. Affronter la question qui le rongeait depuis qu'elle était partie. Si, ces 2 mots étaient dangereux. Ils ouvraient des portes vers des pièces qu'il avait fermées à clé 7 ans plus tôt. Ils suggéraient des possibles qu'il s'était entraîné à ne plus envisager. Il lui rappelait qu'il avait 28 ans, que sa vie n'était pas finie même si elle lui donnait l'impression de s'être arrêtée le jour de la mort de Sarah. Et elle était sous la Camry de Madame Chen quand il entendit des pas. Des pas chers. Et elle sortit de sous la voiture et trouva Vanessa plantée là, vêtue différemment mais avec la même énergie contenue, comme quelqu'un qui n'arrive pas à tenir en place dans sa propre peau. Vous n'avez pas appelé, dit-elle. Vos pièces ne sont pas encore arrivées. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle le dévisagea de ses yeux verts perçants. Vous y avez pensé. Ce n'était pas une question. Il n'essaya même pas de nier. Pourquoi vous faites vraiment ça? Je vous l'ai dit. Non. La vraie raison. Il fit un pas vers elle. Assez près pour voir les légères ombres sous ses yeux qui indiquaient qu'elle non plus n'avait pas dormi. Personne ne propose d'épouser un inconnu juste parce qu'il s'ennuie. Qu'est-ce que vous fuyez? L'espace d'un instant, son masque glissa. Il vit quelque chose de brut dessous. De la douleur, du désespoir, peut-être les deux. Puis elle se ressaisit, redressa les épaules. Et vous, qu'est-ce que vous fuyez, Marcus? J'ai posé la question en premier. D'accord. Elle marcha jusqu'à son bureau, prit le cadre photo de Sarah qui l'y gardait. Riley n'était qu'un bébé sur la photo, blotti dans les bras de Sarah devant l'hôpital, toutes les deux épuisées et transcendantes de bonheur. Votre femme? Sa gorge se serra. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte. Comment? Il ne pouvait pas le dire. Ne pouvait pas prononcer les mots « accident de parachutisme ». Mais Vanessa le lisait déjà sur son visage, dans la raideur soudaine de tout son corps. Oh, dit-elle doucement, reposant la photo avec précaution. Oh, Marcus, je ne savais pas. Je suis tellement désolé. Maintenant vous comprenez pourquoi votre proposition est particulièrement cruelle. Ce n'était pas voulu comme de la cruauté. Je vous le jure, je n'en avais aucune idée.
Elle porta la main à sa bouche, il fut surpris de voir ses yeux briller. Une émotion vraie, pas du cinéma. Il ne savait pas pourquoi il sentait que c'était important pour elle de comprendre. Sarah était expérimentée, elle avait fait des dizaines de sauts. Mais ce jour-là, le parachute principal a échoué et le parachute de secours s'est emmêlé. J'ai regardé depuis le sol. Ils m'ont obligé à regarder parce que j'étais son contact d'urgence. Et il pensait, sa voix se brisa. Il la força à revenir sous contrôle. Il pensait qu'elle s'en sortirait d'une manière ou d'une autre, mais elle ne l'a pas fait. Vanessa pleurait maintenant. Des larmes coulaient sur son visage qu'elle ne prenait pas la peine d'essuyer. Je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. S'il vous plaît, oubliez ce que j'ai dit. Je ferai réparer ma voiture ailleurs. Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici, demanda-t-il à nouveau, plus doucement cette fois. S'il vous plaît, je vous ai raconté ma pire chose. Racontez-moi la vôtre. Elle s'enfonça dans le fauteuil en vinyle, paraissant soudain plus petite, plus jeune. Il y a 6 mois, j'étais fiancée à un homme que mon père avait choisi, quelqu'un d'approprié, quelqu'un avec le bon pédigré et les bonnes connexions, et absolument incapable de me voir comme autre chose qu'un atout à acquérir. Elle rit amèrement. J'ai annulé 3 jours avant le mariage. Savez-vous ce que ça coûte? Pas seulement de l'argent, bien que ça en ait coûté beaucoup aussi. Mais socialement, professionnellement. Tout le monde dans mon monde pense que je suis instable maintenant. Abîmé, un risque. Vous avez été courageuse. J'étais terrifié. Elle leva les yeux vers lui. Et depuis, j'essaie de me prouver quelque chose, peut-être que je suis capable de faire mes propres choix, que je peux être spontanée et réelle et, je ne sais pas, vivante. Alors quand je vous ai vu hier, quand je vous ai regardé travailler, j'ai pensé que peut-être nous pourrions nous aider mutuellement. Je sais à quel point ça semble fou. Marcus s'assit lourdement sur son tabouret à roulettes. CFOU. sais. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas si je suis une bonne personne ou une criminelle. Ou que vous avez une fille de 6 ans qui vous adore clairement. Et que vous vous épuisez au travail pour subvenir à ses besoins dans un bâtiment que vous avez hérité de votre père. Et que vous avez passé 7 ans fidèle au souvenir d'une femme qui est morte tragiquement. Ça m'en dit beaucoup. Ça vous dit que je suis fauché et traumatisé. Ça me dit que vous êtes décent. Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde? Elle se pencha en avant. Écoutez, je n'attends pas l'amour. Je n'attends rien sauf de l'honnêteté. Nous signerions un contrat de mariage. Évidemment, vous auriez une protection légale. Et si vous faisiez ça, si vous sautiez vraiment avec moi demain, vous et votre fille n'auriez plus jamais à vous inquiéter pour l'argent. Je m'en assurerai. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un accord. Vous affrontez votre peur. J'affronte la mienne. Ce qui, si je suis honnête, est de faire confiance à quelqu'un. Vraiment faire confiance à quelqu'un. Nous repartons tous les deux changés. Peut-être meilleurs, peut-être pires, mais différents de ce que nous sommes maintenant. Marcus regarda la photo de Sarah, puis la pile de factures sur son bureau, puis le sol taché de graisse de son garage qui représentait tout ce que sa vie était devenue, petite et contrainte et hantée par des fantômes. Il ne pouvait pas s'échapper. Je ne peux pas monter dans un avion, dit-il doucement. Rien que d'y penser, j'ai l'impression de me noyer. Alors ne pensez pas décider simplement oui ou non. Sauter ou rester au sol. La voix de Vanessa était urgente maintenant, presque suppliante. Ne voulez-vous pas ressentir quelque chose à nouveau? Ne voulez-vous pas être courageux pour votre fille? Lui montrer que la peur n'a pas à gagner. Ce n'est pas juste. Rien n'est juste. Vous le savez mieux que quiconque. Elle se leva, marcha vers lui, s'accroupit pour qu'il soit au même niveau. Je serai avec vous tout le temps. Nous sauterons en tandem si vous en avez besoin. Et si vous changez d'avis à la dernière seconde, si vous ne pouvez pas le faire, alors nous atterrirons l'avion et nous annulerons. Pas de jugement, pas d'obligation, juste une tentative. Son cœur battait si fort qu'il le sentait dans sa gorge. Pourquoi est-ce que ça doit être du saut en parachute? Parce que c'est la chose qui nous effraie le plus tous les deux. Moi parce que je ne l'ai jamais fait et que je suis terrifié de perdre le contrôle. Vous parce que, elle toucha brièvement sa main, parce que ça a pris quelqu'un que vous aimiez, et le reprendre signifierait quelque chose. Ou ça me détruirait. Peut-être. Mais vous êtes déjà détruit, Marcus. Je le vois. Vous le faites juste lentement, jour après jour, dans ce garage qui vous dévore vivant. Au moins comme ça, la destruction serait rapide, et il y a une chance, une vraie chance,
que vous en sortiez de l'autre côté libre. Et elle pensa à Riley, au carnaval où elle voulait aller, au manteau d'hiver et à la sortie scolaire et aux 1000 petites choses qu'il voulait lui donner mais qu'il ne pouvait pas, à la façon dont il était devenu une moitié d'homme après la mort de Sarah. Traversant l'émotion, survivant mais ne vivant pas. Et si je dis oui, entendit-il lui-même dire, qu'est-ce qui se passe exactement après le saut? En supposant que nous survivions tous les deux, nous nous marions à la mairie. Quelque chose de simple. Nous vivons séparément au début. Donnons du temps à votre fille pour s'adapter. Nous sortons ensemble, en fait. Apprenons à nous connaître. Voyons si cette chose folle pourrait éventuellement fonctionner. Et si ça ne marche pas, nous divorçons à l'amiable après 1 an avec un règlement financier qui assure votre stabilité. Et si quelqu'un découvre la vraie histoire, que nous nous sommes mariés à cause d'un pari, ils ne le feront pas. Ou si c'est le cas, qui s'en soucie? Les gens dans mon monde se sont mariés pour de pires raisons. Au moins la nôtre serait intéressante. Marcus se leva et arpenta la longueur de son garage, essayant de trouver une raison rationnelle pour dire non, essayant d'accéder à cette partie de lui-même qui avait appris à être prudent, à éviter les risques, à protéger ce qui lui restait. Mais cette partie de lui était fatiguée. Tellement fatiguée d'avoir peur. Tellement fatiguée du poids du deuil qui ne s'allégeait jamais. Tellement fatiguée de décevoir sa fille de petite façon chaque jour. Une condition, dit-il enfin. Dites-la. Riley ne sait pas toute l'histoire. En ce qui la concerne, si ça arrive, nous nous sommes rencontrés normalement, nous sommes tombés amoureux normalement. Elle ne découvre pas avant d'être beaucoup plus grande que son père était assez fou pour épouser quelqu'un sur un défi. D'accord. Et si je panique demain, si je ne peux pas le faire, vous ne me le reprochez. Je ne le ferai. Et elle prit une respiration qui ressemblait à la première vraie respiration qu'il avait prise en des années. Alors oui, que Dieu me vienne en aide. Oui. Le sourire de Vanessa était brillant et terrifiant. Elle sortit son téléphone. Je vous enverrai l'adresse par texto. Soyez là à 8h30. Portez des vêtements confortables. N'apportez rien que vous ne soyez pas prêt à perdre. Ce n'est pas du tout inquiétant. Elle riait. Pendant un moment, elle ressembla à une personne différente, plus jeune, plus légère, presque pleine d'espoir. À demain, Marcus Webb. Ne me laissez pas tomber. Après son départ, Marcus termina le vidange d'huile de Madame Chen dans un état second. Quand les pièces de frein arrivèrent, il les installa sur la Tesla avec des mains tremblantes, envoya un texto à Vanessa pour lui dire que sa voiture était prête, et essaya de traiter ce qu'il venait d'accepter. Ce soir-là, après avoir couché Riley, il sortit une boîte de son placard qu'il n'avait pas ouverte depuis 7 ans. À l'intérieur se trouvaient les affaires de Sarah, son pull préféré, le journal qu'elle tenait, des photos de leur bref mariage. Au fond se trouvait son carnet de saut en parachute, le registre de chaque saut qu'elle avait fait. Et elle l'ouvrit à la dernière entrée. Son écriture était bouclée et excitée. Saut 47 ans solo. Belle journée. Hâte de montrer à Marcus à quel point c'est paisible là-haut. Peut-être que je le convaincrai d'essayer un jour. Marcus referma le carnet et le remit dans la boîte. Ses mains étaient stables maintenant. Sa décision était prise. Demain, il affronterait le ciel qui avait tué sa femme. Demain, il sauterait dans le vide qu'il avait hanté pendant 7 ans. Demain, il deviendrait soit entier à nouveau, soit se briserait complètement. Dans tous les cas, il avancerait enfin au lieu de rester immobile. Et peut-être, juste peut-être, que c'était suffisant. Le samedi matin arriva avec le genre de ciel bleu sans nuages que Sarah aurait appelé parfait pour sauter. Marcus se tenait dans sa salle de bain, fixant son reflet, yeux injectés de sang, barbe naissante. Il avait été trop nerveux pour se raser, avec l'air creux d'un homme qui avait à peine dormi. Il s'aspergea le visage d'eau froide et essaya de se rappeler comment respirer normalement. Riley était chez sa sœur Jackie pour le week-end, une soirée pyjama qu'il avait arrangée avec une décontraction prudente, sans mentionner qu'il pourrait ne pas être la même personne quand il la récupérerait demain. Jackie l'avait regardé étrangement quand il avait déposé Riley hier après-midi, sentant quelque chose d'anormal dans son énergie, mais elle n'avait pas insisté. Sa sœur avait appris des années auparavant à ne pas le pousser sur son deuil. Le trajet jusqu'au comté 2. Duchesse prit exactement 2 heures. Marcus serrait le volant de son vieux pick-up à s'en blanchir les jointures, passant par de petites villes et des terres agricoles. Chaque kilomètre le rapprochant d'une décision qu'il n'arrivait toujours pas à croire avoir prise. La radio jouait du rock classique qu'il n'entendait pas vraiment. Son esprit était coincé dans une boucle infinie. Fais demi-tour. Continue. Fais demi-tour. Continue. Et elle pensa à Sarah. À la dernière chose qu'elle lui avait dite avant de partir pour l'aérodrome ce jour-là.
Je t'aime, chérie. Ne t'inquiète pas tant. Je serai bien. Il l'avait cru parce qu'elle avait toujours été bien, parce qu'elle était intrépide d'une manière qu'il n'avait jamais tout à fait réussi, parce que ça semblait impossible que quelqu'un d'aussi vivant puisse simplement cesser d'exister. Sky Adventures apparut au détour d'une courbe de la route, un petit aéroport avec une seule piste, une poignée de bâtiments et un parking à moitié plein de voitures appartenant à des gens apparemment assez sains d'esprit pour sauter d'un avion pour le plaisir. Marcus se gara à côté de la Tesla de Vanessa et resta assis là une minute entière, les mains toujours agrippées au volant, le corps prêt à s'enfuir. Puis il la vit. Elle se tenait près du bâtiment principal, portant des vêtements de sport, les cheveux en queue de cheval, paraissant à la fois nerveuse et déterminée. Quand elle repéra son pick-up, elle s'approcha et tapa à sa vitre. Il la baissa. Vous êtes venu, dit-elle, et il entendit un vrai soulagement dans sa voix. J'y suis là. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. D'accord. Venez rencontrer les instructeurs. Peut-être que ça aidera. Et elle la suivit à l'intérieur, les jambes se sentant déconnectées de son corps. Le bâtiment sentait le café et l'adrénaline et quelque chose d'autre. Peut-être la peur. Peut-être l'excitation. Difficile de faire la différence. Une poignée d'autres sauteurs étaient éparpillés autour. Certains débutants comme eux, paraissant terrifiés. D'autres, des skydivers expérimentés, vérifiant l'équipement avec une confiance décontractée qui semblait borderline suicidaire pour Marcus. Un homme dans la cinquantaine avec un visage buriné par le soleil et des yeux bienveillants s'approcha d'eux. Vous devez être Vanessa et Marcus. Je m'appelle Dal. Je serai l'un de vos instructeurs en tandem aujourd'hui. Il leur serra la main avec la poigne de quelqu'un qui avait fait ça 10 000 fois. Première fois pour vous deux. Oui, dit Vanessa. Marcus réussit à hocher la tête. C'est normal d'être nerveux, dit Dal. Mais vous êtes entre de bonnes mains. Nous avons un dossier de sécurité parfait ici. Plus de 15 ans, des milliers de sauts, 0 incident sérieux. Je vais vous expliquer tout étape par étape, et vous serez attaché à moi tout le temps. Marcus, tout ce que vous avez à faire, c'est faire confiance à l'équipement et me faire confiance. Pouvez-vous faire ça? Marcus voulait dire non. Voulait expliquer que faire confiance à l'équipement était exactement ce que Sarah avait fait, et qu'elle était quand même morte, et que les statistiques ne signifiaient rien quand on avait vu quelqu'un qu'on aimait tomber du ciel comme un oiseau brisé. Mais Vanessa le regardait avec quelque chose dans son expression, de l'espoir ou du désespoir ou une combinaison qui le fit avaler sa terreur et hocher la tête. Bon gars. Allons vous équiper. L'heure suivante fut un flou de briefing de sécurité, de vérification d'équipement et d'instruction que Marcus absorba peut-être à 30%. Il était hyper conscient de tout. Le bruit des avions décollant et atterrissant. La vue des parachutes dérivant comme des graines de pissenlit. Le poids du harnais qu'ils attachèrent sur son corps. Dal maintenait un flux constant de commentaires rassurants, lui expliquant la position du corps, les signaux manuels et ce à quoi s'attendre pendant la chute libre. Chute libre. Le mot seul donnait envie à Marcus de vomir. Vanessa était dans un état similaire. Il remarqua que son visage avait pâli sous son maquillage, et que ses mains tremblaient légèrement en ajustant ses lunettes. Ils furent conduits au petit avion, un Cessna qui semblait bien trop fragile pour supporter la vie humaine en altitude, et les jambes de Marcus faillirent lâcher. Je ne peux pas, dit-il à Dal. Je ne peux pas monter dans cet avion. Dal posa une main sur son épaule. Regardez-moi. Regardez-moi, Marcus. Il attendit jusqu'à ce que Marcus croise son regard. Vous pouvez. Je sais que vous êtes terrifié, mais je vais être là avec vous. Je ne vais pas laisser quoi que ce soit vous arriver. Et dans environ 20 minutes, vous aurez fait quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais le courage d'essayer. Vous allez être extraordinaire. Pouvez-vous me faire confiance pendant 20 minutes? Marcus pensa à Riley, à lui montrer que la peur n'avait pas à être permanente, à toutes les façons dont il avait laissé son deuil le transformer en quelqu'un de plus petit que le père qu'elle méritait. Il pensa à Sarah, à quel point elle aimait le ciel, à quel point il était faux que son dernier souvenir d'elle soit la terreur et la perte au lieu de la joie qu'elle avait toujours trouvée en volant. D'accord, murmura-t-il. D'accord. Monter dans l'avion fut la chose la plus dure qu'il ait jamais faite. Son corps résistait à chaque pas, les souvenirs musculaires lui criant de fuir, mais il monta quand même et laissa Dal attacher leur harnais tandem. Vanessa était en face de lui avec son propre instructeur, son visage exsangue mais résolu. Leurs regards se croisèrent et une compréhension passa entre eux. Nous sommes tous les deux fous, mais nous sommes fous ensemble. L'avion décolla. Marcus ferma les yeux pendant l'ascension, le rugissement du moteur noyant ses pensées, sa respiration devenant saccadée. Dal continua à lui parler, stable et calme,
mais les mots n'étaient que du bruit. Tout ce que Marcus pouvait sentir, c'était l'altitude augmentant, le sol s'éloignant, le moment de non-retour approchant avec l'inévitabilité d'une vague point à 3000 mètres. Dal tapa sur son épaule. Regardez dehors, Marcus. Regardez comme ces beaux points et elle ne pouvait pas ouvrir les yeux. Ne pouvait pas affronter ce qui arrivait. Marcus. La voix de Vanessa coupa à travers sa panique. Il la regarda, vit ses yeux écarquillés par sa propre terreur. Nous faisons ça ensemble. À 3. D'accord, il hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Dal ouvrit la porte de l'avion et le vent hurla dans la cabine. Marcus regarda Vanessa et son instructeur se déplacer vers le bord. Vit la distance impossible entre l'avion et la terre en dessous. Vit le moment où ils tombèrent simplement dans le vide. Puis ce fut son tour. Dal les positionna à la porte. Marcus pouvait voir tout. Le patchwork de ferme en dessous, le bleu infini au-dessus, la fine ligne où la terre rencontrait le ciel. C'était là où Sarah avait été. C'était la dernière chose qu'elle avait vue. Pendant un moment, il sentit sa présence si fortement que c'était comme si elle se tenait à côté de lui, et il entendit sa voix dans son souvenir. « Ne t'inquiète pas tant. Je serai bien. Prêt, demanda Dal. Marcus n'était pas prêt. Ne le serait jamais. Mais il hocha la tête quand même parce que certaines choses devaient être faites avec peur. Certaines peurs devaient être affrontées, non parce qu'on était assez fort, mais parce que rester brisé était pire. Ils tombèrent. Les 3 premières secondes furent une terreur pure, vent et bruit, et la sensation de son estomac essayant de sortir par sa gorge. Marcus ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser, ne pouvait qu'éprouver la panique animale brute de tomber du ciel. Mais ensuite, quelque chose changea. Le vent devint constant au lieu de chaotique. Son corps s'ajusta à la chute libre. Et pour la première fois en 7 ans, Marcus comprit ce que Sarah avait essayé de lui dire sur le ciel. C'était paisible. Pas sûr. Ça ne serait jamais sûr. Mais paisible d'une manière qui n'avait rien à voir avec la sécurité et tout à voir avec l'abandon. Il tombait. Oui. Mais Dal était là, solide et certain. Et le parachute s'ouvrirait. Et ce moment impossible de vol humain, était quelque chose que Sarah avait aimé. Était morte en faisant ce qu'elle aimait. Et peut-être que c'était censé être tragique. Mais là-haut dans le vent hurlant avec la terre si loin en dessous qu'elle ressemblait à un tableau, Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis sa mort. Il se sentit libre. Le parachute s'ouvrit avec un à-coup qui enfonça le harnais dans ses épaules, et soudain il flottait au lieu de tomber. Le monde devint silencieux sauf pour le vent dans la voilure au-dessus d'eux. Dal les guida en cercle lent et Marcus pouvait voir le parachute de Vanessa en dessous d'eux, pouvait imaginer qu'elle vivait la même paix étrange. Comment ça va demanda Dal par-dessus le vent. Marcus essaya de répondre et découvrit qu'il pleurait. Pas de peur, mais de quelque chose d'autre entièrement. Soulagement ou libération ou deuil trouvant enfin sa sortie après avoir été enfermé si longtemps. Je vais bien, réussit-il à dire. Je vais vraiment bien. Ils atterrirent dans la zone désignée, les jambes de Marcus tremblant quand ses pieds touchèrent le sol ferme. Dal détacha le harnais tandem, et Marcus resta là sur l'herbe, encore tremblant, encore pleurant, sentant qu'il avait laissé quelque chose d'important dans le ciel et trouvé quelque chose d'autre d'aussi important en descendant. Vanessa accourut. Son propre visage strié de larmes, et sans réfléchir, Marcus la serra dans ses bras. Ils s'accrochèrent l'un à l'autre comme des noyés qu'on venait de repêcher de l'eau. Tous les deux tremblants. Tous les deux changés d'une manière qu'il mettrait des mois à comprendre. On l'a fait, halta-t-elle contre son épaule. Oh mon Dieu, on l'a vraiment fait. Ouais, dit Marcus et il commença à rire parce que l'alternative était de s'effondrer complètement. Ouais, on l'a fait. Plus tard, après avoir rendu leur équipement et signé les décharges et reçu les félicitations de Dal et des autres instructeurs, Marcus et Vanessa s'assirent dans sa Tesla sur le parking. Aucun d'eux n'avait démarré le moteur. Ils restèrent juste assis là, descendant de l'adrénaline, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Alors, dit enfin Vanessa. La mairie lundi. Marcus la regarda vraiment, et vit quelqu'un d'aussi abîmé et plein d'espoir et terrifié que lui. Quelqu'un qui avait fait un pari fou et gagné. Quelqu'un qui l'avait poussé à affronter la seule chose qu'il pensait le détruire et qui, au lieu de ça, avait découvert que ce n'était pas le cas. Ouais, dit-il. La mairie lundi. Elle sourit et c'était l'expression la plus authentique qu'il ait vue sur son visage. C'est fou. Complètement insensé. Est-ce qu'on fait une énorme erreur? Probablement. Mais on le fait quand même. Marcus pensa au saut,
à ces secondes de chute libre où il s'était senti plus proche de Sarah qu'en 7 ans. À l'étrange sentiment qu'elle avait été là avec lui, qu'elle approuverait ce saut ridicule dans l'inconnu. À Riley et à la vie qu'il voulait lui donner, une où son père était. Assez courageux pour avancer au lieu de rester figé dans le passé. Ouais, dit-il doucement. On le fait quand même. Vanessa tendit la main et serra brièvement la sienne, puis elle démarra la voiture. Je t'enverrai les détails par texto. Amène Riley si tu veux. On peut en faire une affaire de famille. Elle va avoir des questions. On lui dira une version de la vérité, qu'on s'est rencontrés, qu'on a tenté notre chance l'un avec l'autre et qu'on va voir où ça nous mène. Les enfants s'adaptent mieux que les adultes. Elle s'en sortira probablement mieux que nous. Elle avait sans doute raison. Marcus la regarda s'éloigner, puis monta dans son pick-up et resta assis là très longtemps avant de démarrer. Ses mains tremblaient encore. Son cœur battait la chamade, mais sous l'adrénaline persistante, il y avait autre chose. Le premier frémissement de possibilité qu'il ressentait depuis des années. Sur la route du retour, il appela Jackie. Salut, Riley est réveillée, elle regarde des dessins animés. Tu veux lui parler? Oui. Passe-la moi. Un instant plus tard, la voix de sa fille emplit l'habitacle. Papa, tu viens me chercher bientôt, demain matin, ma chérie. Mais je voulais te dire quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un, une dame très gentille, et on va passer du temps ensemble, faire connaissance. Tu la rencontreras bientôt. Ça te va? Riley resta silencieuse un moment, le temps de digérer. C'est elle qui va être ma nouvelle maman. La question le frappa comme un coup de poing, mais il garda une voix calme. Je ne sais pas encore. Peut-être. Ça te plairait? Un nouveau silence. Puis, est-ce qu'elle aime les papillons? Marcus éclata de rire et ça lui fit du bien. Je lui demanderai. Je parie que oui. D'accord alors. Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, ma puce, tellement fort. Après avoir raccroché, Marcus roula dans la lumière du soir, passant devant des champs, de petites villes et tous ces endroits ordinaires où des gens ordinaires vivaient des vies ordinaires. Mais il ne se sentait plus ordinaire. Il se sentait terrifié, exalté et vivant d'une manière qu'il avait oublié possible. Le lundi, il épouserait une inconnue. C'était insensé. C'était imprudent. Ça allait probablement mal finir. Mais il avait sauté d'un avion aujourd'hui et il avait survécu. Il avait affronté le ciel qui avait tué sa femme et découvert qu'il ne le tuait pas. Elle lui était s'il avait pu faire ça, il pouvait tout faire. Même faire à nouveau confiance. Même s'ouvrir à la possibilité que son histoire n'était pas terminée, qu'il restait des chapitres à écrire, que le courage consistait parfois à sauter avant d'être prêt en espérant que le parachute s'ouvre pendant la descente. Et elle pensa une dernière fois à Sarah, à la façon dont elle disait toujours que vivre, c'était accepter le risque, choisir l'aventure plutôt que la sécurité, sauter même quand on avait peur. J'espère que je fais ça bien, murmura-t-il à son souvenir. J'espère que tu comprendrais. Le ciel prenait des teintes oranges et roses au coucher du soleil. Magnifique, immense et plus tout à fait aussi terrifiant. Et quelque part dans cette beauté, Marcus crut sentir quelque chose qui ressemblait à une approbation, une bénédiction, quelque chose comme Sarah lui répétant ce qu'elle lui disait chaque fois qu'il avait peur, ne t'en fais pas tant. Tout ira bien. Cette fois, il pensa qu'il pourrait vraiment y croire. Le mariage eut lieu un lundi matin gris dans un tribunal qui sentait la cire et la bureaucratie. Marcus portait le seul costume qu'il possédait, le même qu'à l'enterrement de Sarah 7 ans plus tôt, désormais un peu serré aux épaules. Riley se tenait à côté de lui dans sa robe du dimanche, tenant sa main et fixant Vanessa avec la curiosité sans filtre d'une enfant de 6 ans qui essaie de déterminer si cette femme inconnue est une amie ou une menace. Vanessa s'était habillée simplement, sûrement exprès, robe bleu marine toute simple, peu de bijoux, cheveux lâchés sur les épaules. Elle avait l'air nerveuse, réalisa Marcus. Vraiment nerveuse. Pas l'assurance polie qu'elle arborait dans son garage, mais quelque chose de plus sincère, de plus fragile. Et la cérémonie dura 11 minutes. Ils échangèrent des alliances toutes simples en or que Vanessa avait achetées le matin même. Quand l'employé dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Marcus hésita, soudain conscient que c'était réel, qu'ils avaient vraiment fait cette folie. Vanessa se pencha et l'embrassa doucement, brièvement, et il goûta la menthe et l'incertitude. Félicitations, dit l'employé avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait célébré ce rite 300 fois ce mois-ci et le referait 300 fois le suivant. Dehors, la pluie s'était mise à tomber. Marcus se tenait sous l'auvent avec sa fille et sa nouvelle femme, essayant de comprendre ce qui allait se passer maintenant. Une glace? Proposa Vanessa en regardant Riley. Tu aimes les glaces? Riley hocha la tête timidement. Chocolat? Le chocolat c'est le meilleur. Vanessa sourit, et Marcus vit qu'elle faisait des efforts,
qu'elle essayait de combler l'impossible distance entre elles. Il y a un endroit à 2 rues d'ici, c'est moi qui régale. Ils marchèrent sous la pluie, Riley entre eux, et Marcus eut l'impression de regarder sa vie de l'extérieur. Ce matin, il était un mécanicien veuf qui arrivait à peine à payer son loyer. À présent, il était marié à une femme qui valait des millions, mangeait une glace dans un box pendant que sa fille posait des questions sur l'endroit où vivait Vanessa, si elle avait des animaux et si elle savait que les papillons goûtent avec leurs pattes. Je ne le savais pas, répondit Vanessa sérieusement. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur les papillons? Tandis que Riley se lançait dans une explication passionnée de la métamorphose, Marcus observa Vanessa écouter avec une attention sincère. Et quelque chose dans sa poitrine se détendit légèrement. Peut-être que ça pouvait marcher. Peut-être qu'il pouvait construire quelque chose de vrai à partir de cette fondation insensée. Après la glace, Vanessa les raccompagna jusqu'au pick-up de Marcus. Je sais que c'est bouleversant, dit-elle doucement pendant que Riley grimpait dans son siège auto. On n'est pas obligé de tout précipiter. Tu continues ta vie, je continue la mienne, et on verra au fur et à mesure. Quand est-ce qu'on te revoit? Dîner vendredi soir? Je peux venir chez toi ou on se retrouve quelque part. Comme tu veux. Marcus pensa à son petit appartement au-dessus du garage. Au tapis taché, au frigo qui bourdonnait trop fort et à la misère générale de sa vie exposée au grand jour. Viens chez nous. Je cuisinerai. Tu sais cuisiner, papa Solo. J'ai dû apprendre. Et elle marqua une pause. Ce ne sera pas chic. Je ne veux pas du chic. Je veux du vrai. Elle effleura son bras. À vendredi, Marie. Elle prononça le dernier mot avec un léger sourire, comme pour le tester, et Marcus se surprit à lui sourire en retour malgré tout. À vendredi, femme. Et la semaine passa dans une étrange brume. Marcus réparait des voitures, allait chercher Riley à l'école, faisait à dîner, lisait des histoires avant le coucher où tous les rythmes normaux de sa vie continuaient comme si rien n'avait fondamentalement changé. Mais il portait désormais une alliance en or. Il était légalement marié. Et chaque fois qu'il regardait sa main gauche, il ressentait un mélange d'incrédulité et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Riley posait sans cesse des questions. Où travaillait Vanessa? Pourquoi elle n'habitait pas encore avec eux? Quand pourrait-elle se revoir? Marcus répondait le plus honnêtement possible sans expliquer que toute leur relation reposait sur un pari de saut en parachute et un désespoir mutuel. Le mercredi, son compte en banque reçut un virement qui le fit vérifier le chiffre 3 fois pour être sûr qu'il ne rêvait pas 50 000 $. Aucun mot, aucune explication, juste de l'argent représentant plus que ce qu'il gagnait en 2 ans qui apparaissait de nulle part. Elle appela Vanessa immédiatement. C'est quoi ça, un cadeau? Ou un investissement si ça te permet de mieux l'accepter? Ton garage a besoin de travaux, Marcus. Le toit fuyait, le matériel est archaïque, et tu survis à peine. Laisse-moi t'aider. C'est trop. Pour moi c'est rien, pour toi c'est tout. S'il te plaît, accepte que je fasse au moins ça. Tu as affronté ta pire peur pour moi. Laisse-moi te donner un peu d'air. Il voulut refuser. Garder une certaine dignité, une certaine indépendance. Mais il pensa aux impôts fonciers, aux chauffe-eau cassés et aux manteaux d'hiver de Riley, et il ravala sa fierté. Merci. De rien. À vendredi. Le vendredi arriva avec un froid d'automne qui annonçait un hiver précoce. Marcus passa l'après-midi à nettoyer l'appartement avec une minutie proche de l'obsession pour le rendre présentable. Il prépara du poulet parmesan, le seul plat un peu sophistiqué qu'il maîtrisait, et dressa la table avec des assiettes qui n'allaient pas vraiment ensemble. Vanessa arriva à 18h avec une bouteille de vin et un cadeau emballé. Elle s'était habillée décontractée, Jean et pull, et Marcus apprécia l'effort pour ne pas le mettre encore plus mal à l'aise. C'est pour toi, dit-elle à Riley en lui tendant le paquet. Riley le déchira et poussa un cri de joie. Un livre sur les papillons avec des images. Je me souvenais que tu les aimais, répondit Vanessa, et la chaleur sincère dans sa voix serra la gorge de Marcus. Le dîner fut d'abord maladroit. Ils étaient des étrangers qui jouaient à la famille, répétaient des gestes qui auraient dû être naturels mais qui semblaient chorégraphiés. Mais les bavardages de Riley comblèrent les silences, et le vin aida. Et au moment du dessert, quelque chose avait bougé. Il parlait plus facilement, riait aux blagues de Riley, trouvait de petits points communs. Après le coucher de Riley, Marcus et Vanessa s'assirent sur le vieux canapé avec leur vin. L'appartement était silencieux hormis le sifflement du radiateur. C'est bizarre, dit Vanessa. Très bizarre, mais pas terrible, admit Marcus. Non, pas terrible. Elle se tourna vers lui. Je peux te poser une question sur ta femme? Son corps se raidit automatiquement, mais il hocha la tête. Tu crois qu'elle me détesterait pour ce qu'on fait? La question le surprit. Il pensa à Sarah, à son intrépidité, à sa joie, à sa conviction absolue que la vie devait être vécue pleinement, même quand ça faisait peur. Non, répondit-il lentement.
Je crois même qu'elle t'aurait bien aimé. Elle disait toujours que j'avais besoin de quelqu'un pour me pousser hors de ma zone de confort. Tu l'aimais énormément, plus que je ne savais le dire. Je n'essaie pas de la remplacer. Je sais. Marcus croisa son regard. Mais il faut que tu saches que je suis abîmé, Vanessa. Il y a des parties de moi qui ne guériront peut-être jamais. Si tu attends le conte de fées où on tombe amoureux et tout devient parfait, je n'attends pas ça. J'attends du compliqué, du bordélique et peut-être impossible, mais j'attends aussi de l'honnêteté. Tu peux me donner de l'honnêteté, oui, je peux te donner ça. Elle posa la tête sur son épaule, hésitante, testant les limites. Il ne recula pas. Ils restèrent ainsi longtemps. Deux personnes brisées qui essayaient de voir si leurs morceaux pouvaient s'emboîter. Dehors, la première neige de la saison commença à tomber. Silencieuse, froide et belle. Novembre arriva vite et durement, avec un froid qui transperçait jusqu'aux os et transformait le garage de Marcus en réfrigérateur. Mais le nouveau chauffage qu'il avait installé grâce à l'argent de Vanessa rendait l'atelier supportable, et les affaires avaient repris après qu'il eut enfin réparé la fuite du toit et remplacé le pont élévateur antique qui n'était plus qu'à un jour d'une catastrophe. Vanessa venait dîner tous les vendredis, restant parfois tard dans la nuit à parler après le coucher de Riley. Ils apprenaient à se connaître lentement. Son enfance de privilèges et de pression, ses racines ouvrières à lui et son mariage précoce. Elle lui raconta l'empire pharmaceutique bâti par son grand-père, les attentes qui avaient écrasé sa mère dans l'alcoolisme, la façon dont l'argent pouvait être à la fois liberté et prison. Il lui parla de la mort de son père d'un cancer du poumon, de l'abandon de ses études quand Sarah était tombée enceinte, de la manière dont le chagrin l'avait vidé jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que survivre au lieu de vivre. Tu regrettes, demanda-t-elle un soir de mi-novembre. Ils étaient encore sur le canapé, leur place habituelle. Proche mais sans vraiment se toucher. De t'avoir épousé, Marcus réfléchit honnêtement. Je ne sais pas encore. Redemande-moi dans 6 mois. Elle rit. D'accord. Riley s'était peu à peu attaché à Vanessa, comme le font les enfants, testant les limites, offrant sa confiance par petites doses. Elle avait commencé à l'appeler Nessa et à demander quand elle viendrait habiter avec eux. Marcus esquivait la question parce qu'il n'avait pas de réponse. Ils étaient mariés sur le papier, mais leur vraie relation existait dans cet étrange entre-deux entre inconnus et partenaires. Puis tout bascula un jeudi de fin novembre. Marcus fermait le garage quand un homme en costume hors de prix entra. Il avait le genre de visage qui sourit rarement et jamais sincèrement. Marcus Webb, c'est moi. Richard Hartwell. Le père de Vanessa. Elle le dit comme une accusation. Il faut qu'on parle de votre mariage opportuniste avec ma fille. L'estomac de Marcus se noua. Il savait que ça finirait par arriver, que la famille de Vanessa découvrirait son mariage impulsif et viendrait demander des explications. Mais il avait espéré gagner plus de temps. Elle est majeure. Elle a fait son choix. Vraiment ? Ou vous avez manipulé une femme vulnérable en pleine crise émotionnelle. Richard s'approcha et Marcus sentit son parfum. Quelque chose de cher et d'agressif. Je sais exactement ce que vous êtes. Un mécano fauché avec une gosse à charge qui a vu une proie facile. Combien vous a-t-elle déjà donné ? 50 000 ? 100 000, ce n'est pas ça. N'insultez pas mon intelligence. J'ai déjà eu affaire à des chasseurs de dot. La seule question, c'est si on règle ça discrètement ou publiquement. Richard sortit son téléphone, montra un document à Marcus. Ceci est un accord d'annulation. Vous signez, vous empochez 500 000 $ et vous disparaissez de sa vie. Vous refusez, et je vous enterre sous les frais de justice jusqu'à ce que vous perdiez votre entreprise, votre maison, et peut-être même la garde de votre fille. Et la menace plana dans l'air froid. Marcus sentit la colère monter, pas seulement à cause des suppositions de Richard, mais parce qu'elle frôlait des vérités qu'il ne pouvait pas tout à fait nier. Il avait eu besoin de l'argent de Vanessa. Il avait accepté son aide. Et une partie de lui avait accepté ce mariage parce qu'il offrait une échappatoire à sa vie qui coulait à pic. Sortez de mon garage. Réfléchissez bien. Sortez avant que je vous fasse sortir. L'expression de Richard se durcit. Vous avez 72 heures pour changer d'avis. Après ça, je passe à la guerre. Et croyez-moi, Monsieur Webb, vous ne voulez pas vous battre contre quelqu'un qui a mes moyens. Après son départ, Marcus resta assis dans son bureau, les mains tremblantes, à fixer le vide. Il aurait dû appeler Vanessa immédiatement, la prévenir que son père savait, trouver ensemble comment gérer ça. Mais quelque chose l'en empêcha. Parce que Richard avait formulé la question qu'il évitait depuis des semaines. Est-ce qu'il se servait d'elle ? Tout cet arrangement n'était-il qu'une version plus jolie de l'opportunisme? Il n'appela ni ce soir-là ni le lendemain. Il répara des voitures, alla chercher Riley à l'école, prépara le dîner, pendant que son esprit tournait en boucle dans des scénarios impossibles. Richard Hartwell pouvait le détruire facilement.
Il avait été sérieux à chaque mot. Mais signer l'annulation, c'était admettre que rien entre Vanessa et lui n'était réel, que tout n'avait été qu'une transaction. Le vendredi arriva. Vanessa vint pour leur dîner habituel, et Marcus arrivait à peine à la regarder. Qu'est-ce qui ne va pas demanda-t-elle immédiatement, le lisant comme elle avait appris à le faire. Et elle lui raconta tout, vit son visage blêmir puis s'empourprer de colère. Ce salaud, murmura-t-elle. Il n'a aucun droit. C'est ton père. C'est un tyran qui veut diriger ma vie comme il a détruit celle de ma mère. Elle lui prit les mains. Ne l'écoute pas, je t'en supplie. On a quelque chose de vrai. Je sais que c'est compliqué et bizarre, mais c'est vrai. Vrai? La question sortit plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Parce que parfois je n'arrive pas à savoir si on construit quelque chose ou si on est juste deux désespérés qui s'utilisent mutuellement. Vanessa tressaillit comme s'il l'avait giflé. C'est ce que tu penses? Que moi je me sers de toi, je pense qu'on a sauté dedans sans réfléchir. Qu'on a fait un pari fou et qu'on essaie maintenant de faire comme si ça voulait dire quelque chose alors que peut-être ça ne veut rien dire. Pour moi ça veut dire quelque chose. Sa voix se brisa. Toi tu comptes pour moi. Et Riley. Mon Dieu, Marcus, je suis tombée amoureuse de ta fille. Je suis tombée, elle s'arrêta, se mordant la lèvre. Tombée quoi? Elle le regarda, les larmes aux yeux. Je suis tombée amoureuse de toi. Je sais que c'est trop tôt et sûrement stupide et que tu ne ressens pas la même chose, mais c'est le cas, et je ne laisserai pas mon père détruire ça juste parce qu'il pense savoir ce qui est bon pour moi. Marcus la fixa, l'esprit en vrac. Amoureuse. Elle avait dit amoureuse. Et le plus terrifiant, c'était qu'au cours des 6 dernières semaines, lui aussi avait commencé à ressentir quelque chose. Pas la passion dévorante qu'il avait connue avec Sarah, mais quelque chose de plus calme. Quelque chose qui ressemblait au début de quelque chose de vrai. J'ai besoin de temps, dit-il enfin. Pour réfléchir, pour savoir ce qui est juste. Combien de temps, je ne sais pas. Mais Richard m'a donné 72 heures pour décider, et je n'arrive pas à penser clairement là. Vanessa se leva, attrapa son manteau. Très bien, prends ton temps. Mais sache une chose, Marcus Webb. Je ne renonce pas à nous. Je ne signerai rien, et je ne laisserai pas mon père te faire disparaître en te terrorisant. Alors tu décides ce que tu veux, et quand tu le sauras, je serai là. Elle partit, et Marcus resta planté dans son appartement avec l'impression d'avoir commis une terrible erreur sans savoir comment la réparer. Il est sorti de sa chambre en se frottant les yeux. Où est Nessa? Elle a dû rentrer, ma puce. Elle est fâchée contre toi, peut-être un peu. Riley grimpa sur ses genoux, l'observant de ses yeux trop sages. Tu l'aimes, papa? Je ne sais pas encore. Moi je crois que oui. Tu souris différemment quand elle est là. Comme sur les photos avec maman. Et la bouche des enfants, Marcus serra sa fille contre lui et réalisa que quelle que soit sa décision, elle toucherait aussi Riley. Elle avait déjà perdu une mère. Pouvait-il risquer qu'elle en perde une autre? Mais pouvait-il ne rien risquer? Pouvait-il prendre l'argent de Richard et retourner à sa vie étroite, sûre et étouffante? Pouvait-il choisir la peur plutôt que la possibilité? Le lendemain matin, Marcus appela le numéro que Richard avait laissé. Je ne signe pas votre papier. Et vous pouvez me menacer autant que vous voulez, je ne quitterai pas Vanessa. Alors si vous voulez la guerre, vous l'avez. Le rire de Richard fut glacial. Vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre vie. Peut-être. Mais en raccrochant, Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la certitude qu'il se battait pour quelque chose qui comptait, pas seulement pour lui, mais pour Riley, pour Vanessa et pour l'homme qu'il voulait devenir au lieu de celui que le chagrin avait fait de lui. Il appela Vanessa ensuite. Je suis désolé. Tellement désolé. J'ai eu peur et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu m'aimes? Demanda-t-elle doucement. Je crois que je commence à C'est suffisant, c'est tout. Et la guerre promise par Richard Hartwell arriva le lundi suivant sous forme de documents légaux livrés au garage de Marcus. Une contestation de garde affirmant que son mariage prouvait son instabilité. Un procès pour fraude sur leur contrat de mariage. Une plainte auprès de l'organisme de contrôle professionnel mettant en doute ses pratiques. Tout était conçu pour écraser, intimider, détruire. Marcus s'assit dans le bureau d'un avocat qu'il ne pouvait pas se permettre. Il écouta les explications sur à quel point ça pouvait mal tourner, combien ça coûterait de se battre, à quel point Richard Hartwell avait des ressources illimitées et aucune pitié. L'avocat fut gentil mais honnête, vous finirez peut-être par gagner, mais le processus vous ruinera avant. Quand il rentra, Vanessa l'attendait sur les marches, les yeux rougis d'avoir pleuré. Je suis tellement désolé. C'est ma faute. Je vais le faire arrêter. Tu ne feras rien, répondit fermement Marcus. Maintenant c'est entre lui et moi. Comment tu vas te battre? Il va te détruire. Peut-être, mais j'ai déjà été détruit. J'ai survécu. Et elle lui prit les mains. J'ai sauté d'un avion pour toi.
Je t'ai épousé sur le pari le plus fou imaginable. Je ne vais pas reculer maintenant juste parce que ton père pense qu'il peut m'acheter. Ils entrèrent et Marcus demanda à Riley d'aller jouer dans sa chambre pendant qu'il parlait. Puis il exposa tout. La menace sur la garde, les procès, l'enquête. Toutes les façons dont Richard essayait de déchirer leur vie fragile. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit Vanessa quand il eut fini. Sur mon père, sur la vraie raison pour laquelle il fait ça. Elle expliqua que Richard avait bâti son empire pharmaceutique par des acquisitions impitoyables et des pratiques douteuses, qu'il avait écrasé des concurrents, réduit au silence des lanceurs d'alerte, détruit quiconque menaçait son contrôle, que la mère de Vanessa avait essayé une fois de le quitter et qu'il avait utilisé les enfants comme levier pour la forcer à revenir. Il te voit comme une acquisition à éliminer, dit-elle. Quelque chose qui menace son contrôle sur moi. Il ne s'arrêtera jamais sauf si on lui donne une raison. Quelle raison? La preuve que tu n'es pas ce qu'il pense. La preuve que notre mariage est réel. A eu cours de la semaine suivante, ils construisirent leur défense. Pas seulement avec des avocats, mais avec leur vie. Vanessa emménagea dans l'appartement au-dessus du garage, dormant sur le canapé, aidant Riley pour ses devoirs, apprenant les recettes de Marcus. Ils allèrent ensemble au spectacle de l'école de Riley, dînèrent chez Jackie, commencèrent à bâtir le genre de vie ordinaire qui prouvait que leur mariage était plus que du papier. Quelque chose changea entre eux. Vivre ensemble, vraiment ensemble, les força à dépasser leurs limites prudentes. Ils apprirent les rythmes, les habitudes, les vulnérabilités de l'autre. Marcus découvrit que Vanessa chantait faux sous la douche, pleurait devant les Disney et faisait des cauchemars à l'idée de décevoir les gens. Elle apprit qu'il se réveillait à 3 heures du matin presque toutes les nuits, qu'il gardait la photo de Sarah sur sa table de nuit, qu'il avait une peur terrible d'être un mauvais père. Un soir, 2 semaines après son arrivée, Marcus la trouva en train de pleurer sur le canapé après le coucher de Riley. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu ma mère aujourd'hui. Elle est tellement brisée. Marcus, 40 ans avec mon père et elle est vide. Et je me dis sans arrêt, et si ça m'arrive à moi? Si je deviens comme elle, il s'assit à côté d'elle, la serra contre lui. Tu ne deviendras pas comme elle. Tu es trop forte. Je ne me sens pas forte. La force, ce n'est pas de n'avoir jamais peur. C'est d'avoir peur et de se battre quand même. Il embrassa son front, et ça lui sembla naturel plutôt que forcé. C'est toi qui m'as appris ça dans l'avion quand tu m'as forcé à sauter. Elle leva les yeux vers lui et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de vrai, de fragile et de précieux. Je t'aime, murmura-t-elle. Je sais que je l'avais déjà dit, mais je le pense encore plus maintenant. Moi aussi je t'aime, répondit-il, et il se rendit compte qu'il le pensait vraiment. Pas la passion dévorante de sa jeunesse, mais quelque chose de plus profond, qui ressemblait à rentrer à la maison. Ils s'embrassèrent, et cette fois ce n'était ni forcé ni hésitant. C'était réel. L'audience pour la garde eut lieu début décembre. Les avocats de Richard présentèrent leur dossier. Marcus était financièrement instable, son mariage suspect, Riley serait mieux prise en charge par l'État. Ils le dépeignirent comme un homme désespéré qui avait exploité une femme vulnérable pour son argent. Puis Vanessa prit la parole à la barre. Elle fut magnifique, posée, honnête, et absolument claire sur le fait que leur mariage, aussi peu conventionnel soit-il, était sincère. Elle parla du saut en parachute, du fait d'affronter la peur ensemble, de la manière dont Marcus lui avait montré ce qu'était le vrai courage. Elle détailla les semaines écoulées, la vie qu'ils avaient construite, la famille qu'ils étaient en train de devenir. Oui, notre mariage a commencé par un pari, dit-elle. Mais il est devenu réel. L'amour ne commence pas toujours de façon classique. Parfois il commence quand 2 personnes brisées décident de faire un saut dans le vide ensemble. Et ce n'est peut-être pas le conte de fées, mais c'est honnête. C'est réel. Et c'est à nous. Riley témoigna aussi dans le bureau du juge. Jackie raconta plus tard que Riley avait simplement dit au juge « Mon papa m'aime plus que tout », et Nessa le fait sourire à nouveau. Je veux qu'elle reste. Le juge trancha en faveur de Marcus. La demande de Richard fut rejetée. Le procès pour fraude disparut. La plainte professionnelle s'évapora. Et Richard Hartwell, face à une fille qui lui tenait enfin tête et à un gendre qui refusait de se laisser acheter, battit en retraite. Pas avec grâce, pas avec des excuses, mais il recula. Noël arriva 2 semaines plus tard. Marcus, Vanessa et Riley décorèrent un sapin dans l'appartement, firent des sablés, regardèrent des films de Noël. Jackie vint dîner avec ses enfants, et l'espace exigu se remplit de rire, de chaleur et d'une joie que Marcus n'avait pas ressentie depuis avant la mort de Sarah. Cette nuit-là, après que Riley se fut endormi en serrant son nouveau filet à papillons, Marcus et Vanessa s'assirent sur le canapé, leur canapé désormais, et regardèrent la neige tomber dehors. Tu aurais imaginé ça? Demanda Vanessa.
Quand je suis entré dans ton garage, jamais point, moi non plus point, elle se blottit contre lui point, mais je suis contente qu'on ait sauté point. Marcus pensa au saut en parachute, à ces secondes de chute libre où il avait cru mourir mais s'était senti plus vivant que depuis des années. À la manière dont la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais faite l'avait conduit ici, à l'amour, à la famille et à un avenir qui semblait à nouveau possible. Moi aussi, dit-il, et il embrassa sa femme tandis que la neige tombait sur la ville endormie et qu'une petite fille de 6 ans rêvait de papillons pendant que son père apprenait enfin à voler. Ils avaient sauté dans le vide ensemble. Deux inconnus terrifiés qui avaient fait un pari insensé. Et ils avaient découvert ce que Sarah avait toujours su. Que parfois il faut tomber avant de pouvoir s'envoler. Que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de sauter quand même. Que l'amour ne commence pas toujours avec des certitudes, mais parfois avec une promesse folle murmurée à 10 000 pieds d'altitude, en faisant confiance pour que le parachute s'ouvre et que le sol soit plus doux qu'on ne l'imaginait. Marcus avait affronté le ciel qui avait tué sa femme et découvert qu'il ne le tuait pas, elle lui. Et elle avait affronté la pauvreté, le deuil et la vulnérabilité terrifiante de recommencer à aimer. Et elle avait affronté un tyran riche, ses propres démons et la question impossible de savoir si des gens brisés pouvaient construire quelque chose d'entier. Et il avait gagné, non par la force, l'argent ou la chance, mais par le simple fait de refuser de rester paralysé par la peur. Tandis que Vanessa s'endormait dans ses bras et que la neige recouvrait la ville d'un blanc silencieux, Marcus murmura une dernière fois au souvenir de Sarah, « J'espère que tu es fier de moi. J'espère que tu sais que je ne t'oublierai jamais. Mais je crois que t'es